Je suis très heureux qu'on accueille ce soir pour cette discussion Yann Cotenlem, et notamment parce que nous avons parlé beaucoup de la pandémie, toutes ses conséquences. On l'a abordé sous l'angle bien sûr géopolitique, bien sûr scientifique et médical, bien sûr sur l'analyse de la façon dont les États ont pu réagir. Ce soir, par ce bout d'angle sur les conséquences de ces 2 années de pandémie sur l'aggravation des inégalités, Yann va nous permettre, par son analyse, et nous avons choisi un titre volontairement, Capitalisme, croissance, égalité des chances, triangle impossible, sans retourner à Rousseau, mais je suis certain que Yann, tu y retourneras quand même, compte tenu du fait que ton ouvrage est à la fois très complet, très profond. On a vraiment envie, et c'est beaucoup dans le cœur d'Aspen, de comprendre ton analyse de la croissance des inégalités. Comment est-ce que on peut maintenir une cohabitation entre un système capitaliste ou libéral et l'objectif de partager plus, et comment est-ce que on peut arriver à éviter, je pense que notre système à terme explose si la richesse est répartie entre 1, 2, 3 ou 4% de la population et laisse sur le chemin 50, 60 ou 70%. En tout cas, je sais que ces travaux ont été aussi menés à d'autres endroits chez Aspen. Pour nous, ce sera bien sûr avec l'angle français. Je vous salue tous ceux qui ont joint. Je retrouve avec plaisir, et je ne ferai qu'une citation, mais l'ambassadeur Pierre Vimont, s'il est déjà parmi nous, que j'ai envie de saluer particulièrement compte tenu de nos passés communs. Et mon cher Philippe, en ayant à nouveau remercié Charles Robinet-Dufault d'être là et de nous financer, c'est à toi. Merci, mon cher Jean-Luc. Je suis très heureux de vous retrouver tous. Bonsoir, et je suis particulièrement reconnaissant à Yann Cotenlem d'avoir bien voulu accepter de participer comme invité à cette séance Bellefeuille. Alors, mon rôle va se limiter à modérer, comme on dit dans le langage Aspen, ce qui se traduit principalement par quelques caveats que je vais tout de suite exprimer, et puis ensuite, ce sera bien sûr vous qui ferez vivre le débat. Après, bien sûr, une introduction de Yann qui durera 15-20 minutes, et ensuite s'engagera l'échange. Donc, les quelques caveats, d'abord, je vous rappelle que nous opérons sous les fameuses règles de Chatham House. Autrement dit, on peut utiliser ce qui est dit par les uns et par les autres ce soir, mais on ne doit pas l'imputer, et il faut se débrouiller pour que personne ne puisse savoir qui a dit quoi, si toutefois on veut utiliser des éléments de l'échange. C'est notre règle, elle a toujours été respectée, donc je remercie tous et chacun de bien vouloir s'y tenir. Deuxième règle, vous le savez, c'est chez Aspen, ça n'est pas une conférence, Yann, même si tu es bien sûr primus inter pares, c'est un échange, c'est une conversation. Et donc, après que Yann nous aura présenté les principales idées qu'il exprime dans le livre, que je vous montre, j'espère qu'il est à l'endroit, j'en suis jamais bien sûr, qui vient de sortir avec son co-auteur Antonio De Chia, eh bien, nous aurons un échange qui peut se traduire par des questions que vous lui posez, ou bien tout simplement par des observations complémentaires que vous souhaitez faire pour l'édification des masses, en tout cas la partie des masses qui sont réunies ce soir autour de la table virtuelle. Troisième caveat, ou plutôt élément d'ordre, si vous voulez prendre la parole, comme je ne vous vois pas forcément tous vous agiter, le mieux c'est d'utiliser l'instrument qui vous permet de le faire en allant dans la discussion. Vous cliquez en bas sur la discussion, vous voyez un petit menu déroulant s'ouvrir à droite, une fenêtre qui s'ouvre à droite, et vous pouvez m'indiquer que vous souhaitez la parole. On peut aussi se manifester en me faisant un petit signe, et j'espère que je ne le raterai pas si tel est le cas. Voilà, donc je vous remercie tous d'être là, et en particulier notre deuxième primus inter pares, si je puis dire, notre primus inter pares de chaque séance, c'est-à-dire notre ami Charles Robinet-Dufault, qui, comme le rappelait Jean-Luc, est celui sans lequel rien ne serait possible. Donc merci encore de ta fidélité, mon cher Charles. Yann, le moment est venu pour toi de nous dire un peu ce qu'il y a dans ton livre et les principales idées que tu y exprimes avant qu'on ouvre la conversation. Je t'en prie. Merci Philippe, merci Jean-Luc, et bonjour, bonsoir à tous.
Alors, quand on est confronté à la possibilité de l'arrivée du Front National, enfin du Rassemblement National maintenant au pouvoir, je pense qu'il faut se montrer le plus pragmatique possible. Et donc, je vais essayer d'aller très vite dans le vif du sujet et de vous présenter les aspects à la fois les plus pratiques et ceux qui, je crois, est le plus original dans le livre. Parce qu'en effet, c'est un livre qui est vaste, qui fait un gros effort d'identification le plus objectif possible, des inégalités dans toutes leurs dimensions, et on sait qu'elles sont multiples. On essaie de plonger dans les débats d'idées, et en particulier en essayant de réconcilier les idéologies, disons, libérales et les idéologies plus progressistes. Je crois qu'on y arrive d'ailleurs assez bien. Et on en tire un certain nombre un certain nombre de leçons de l'histoire aussi. Je vais juste vous en donner un. L'histoire est tout sauf linéaire et il y a des périodes comme ça, plus égalitaires que d'autres. Et je vais peut-être vous choquer, vous étonner en vous disant que sous Charlemagne, l'idéal égalitaire était dans l'au-delà chrétien. Et si vous lisez Alcuin, qui était un des grands conseillers de Charlemagne, vous vous rendez compte que dans l'au-delà, eh ben, l'égalité des sexes, c'est tout à fait acceptable et souhaitable. L'égalité entre catégories sociales et entre les peuples aussi. Et je crois que ça, c'est une très belle leçon. Voilà. Mais bon, je vais laisser tout ça aujourd'hui parce que, encore une fois, il y a des sujets sans doute plus urgents, mais c'est toutes les parties philosophiques et historiques du livre, je vous encourage à les lire parce que, de notre point de vue, c'est ce qui a été le plus intéressant, le plus surprenant. Voilà. Alors, le capitalisme contre les inégalités. Le titre peut sembler provoquant dans la mesure où le capitalisme est souvent vu comme responsable du creusement des inégalités. Et c'est tout à fait vrai de certaines évolutions pathologiques qu'on peut observer. Mais ça ne veut pas dire que le capitalisme ne peut pas être amendé, régulé, orienté au service d'un monde plus équitable. Donc, nous, ce qu'on essaie de dire, c'est que on peut réformer les choses sans jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est tout simplement ça. Alors, le sous-titre va un petit peu plus loin. Conjuguer équité et efficacité dans un monde instable. Qu'est-ce que ça veut dire? L'instabilité renvoie aux crises à répétition, de plus en plus fréquentes et intenses depuis une vingtaine d'années, qu'elles soient sanitaires, économiques, climatiques, géopolitiques. Or, ces crises vont impacter de manière disproportionnée les plus défavorisés. C'est pour ça qu'il faut y regarder de près. Mais le sous-titre en même temps lance un mélange d'espoir qui est que finalement, on n'a pas besoin, et c'est vraiment ce qu'on essaie de démontrer dans le livre, on n'a pas besoin d'arbitrer entre l'efficacité économique, la prospérité et l'équité. Je ne parle pas d'égalité, mais d'équité. Et au contraire, finalement, ces deux objectifs peuvent se renforcer mutuellement. Donc, en gros, ça marche dans les deux sens. Donc, mon propos va se limiter à 3 grands points. Et le premier, c'est justement le premier sens de cette dynamique. Comment est-ce qu'avec plus d'équité, on peut arriver à plus de croissance? Je vais commencer par ce qu'on pourrait appeler le business case, avec 2 exemples très concrets. Par exemple, les études qui sont faites de plus en plus fréquemment aux États-Unis pour montrer comment l'intégration des Noirs américains dans l'économie américaine pourrait avoir un impact significatif dans l'économie. Alors, meilleure intégration, ça veut dire quoi? Ça veut dire meilleurs salaires qui rejoignent ceux des Blancs, meilleure éducation et meilleurs diplômes, meilleur logement, capacité d'investissement. Il y a plusieurs études qui ont été faites, notamment par la banque Citigroup, qui montrent qu'on pourrait augmenter le PIB de 1 000 milliards de dollars par an, sachant que le PIB total des États-Unis, c'est à peu près 21 000 milliards de dollars. Donc, on parle de 5% d'impact. Dans le monde actuel, ce n'est pas négligeable. 5%. Bon. McKinsey a fait un travail similaire sur un segment plus petit, mais sur une industrie assez importante, l'industrie du cinéma.
Et ils ont montré que si l'industrie du cinéma était plus diverse, elle pourrait générer 10 milliards de plus, 10 milliards de dollars de plus chaque année, soit de l'ordre de 7% du chiffre d'affaires de l'industrie. Donc 5% d'un côté pour les Noirs américains, 7% pour la diversité dans le cinéma. Vous voyez, c'est les mêmes ordres de grandeur, mais c'est important. Donc c'est vraiment un business case qui doit faire réfléchir. Je pense que les entreprises sont en train de faire ce calcul elles-mêmes sans avoir besoin du coup de pouce des pouvoirs publics. Alors justement, que peut faire de son côté le secteur public parce qu'il y a des choix multiples. Et pour nous, le plus important, c'est tout simplement de privilégier les politiques publiques qui ont le taux de rendement les plus grands. Et je vais prendre un exemple et deux contre-exemples. L'exemple qui est très important dans le livre, c'est le traitement de la petite enfance, l'investissement qu'on peut faire dans la petite enfance. Et on s'est beaucoup inspiré des travaux du prix Nobel James Heckman aux États-Unis, qui a montré comment... Alors, quand on parle de petite enfance, ce n'est pas des savoirs académiques, évidemment. L'aide à la petite enfance, ça veut dire quoi? Ça veut dire développer l'attention des élèves, la concentration, la curiosité. Et c'est ça qui peut générer ensuite des bénéfices sur l'ensemble de la vie des élèves. Et ce qui est formidable dans le travail de Heckman et de ses équipes de chercheurs, c'est qu'ils ont quantifié ce retour sur investissement et ils l'estiment de l'ordre de 15% par an et par personne. Donc c'est assez formidable et je crois que c'est un signal très fort vers des politiques qui nous répètent à longueur d'élection qu'on doit investir plus dans l'éducation, etc. Mais on ne fait pas grand-chose concrètement. C'est un exemple qui doit être étudié de plus près. Et puis deux contre-exemples maintenant. Un, c'est les sans-abri. Vous prenez les sans-abri, moi je vis à New York, 65 000 personnes à temps complet, si j'ose dire, en tant que sans-abri. Donc c'est des chiffres en moyenne. Il y a des gens qui viennent 3 mois, qui repartent, etc. Mais en moyenne, sur une année, vous avez 65 000 sans-abri, un tiers d'enfants, un coût annuel de 30 000 $ par personne. Vous faites le calcul, ça fait à peu près 2 milliards de dollars par an. Vous imaginez bien qu'on pourrait entreprendre de nombreux investissements sociaux plutôt que de financer de simples dépenses finalement, parce que le rendement de l'aide aux sans-abri est quasiment nul. Et le deuxième contre-exemple, il concerne Frontex, que vous connaissez, c'est l'Agence européenne des gardes frontières. Concerne Frontex et le besoin de sécurité des Européens dans leurs frontières. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec les inégalités? On considère, nous, que la sécurité, c'est la première des libertés et que le manque de sécurité, c'est la première des inégalités, finalement. Et alors, que dit Frontex? C'est que 30% des entrants dans l'Union européenne ne font pas l'objet d'une vérification suffisante des antécédents judiciaires. Or, ces statistiques ne sont pas publiques. Du coup, elles ne font pas l'objet d'un débat politique et on laisse le terrain aux partis populistes. Alors que si on avait un débat apaisé, les gouvernements pourraient s'engager et on pourrait avoir un suivi régulier des résultats. Je trouve que c'est un bon exemple, plutôt un contre-exemple, puisqu'on ne fait pas assez sur ce terrain aujourd'hui. Rapidement, pour finir ce premier point, le corollaire de l'investissement social, pour nous, c'est l'expérimentation. L'expérimentation qui doit d'abord être théorique, peut-être avec du big data, peut-être avec des simulations. Ensuite, qui doit passer à un niveau pratique, c'est-à-dire sur un périmètre réduit, ça peut être sur un territoire, ça peut être sur une catégorie sociale, parce que sans expérimentation et d'éventuelles corrections de tir, il est difficile de garantir des résultats à grande échelle. Et point important pour nous, il faut pouvoir mesurer ce qu'on souhaite corriger. Et de ce point de vue-là, ce qu'on souhaite faire, c'est dépasser les indices de bien-être qui avaient été mis en place par Stiglitz et l'OCDE, je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'instigation de Nicolas Sarkozy en 2007 et plus tard. On voudrait
aller plus loin que ces indices et arriver à des indices qui soient quasiment individuels et qui montrent finalement la situation de chacun dans toutes ses dimensions, pas seulement des dimensions financières, de revenus, de patrimoine, etc., mais dans la qualité des infrastructures, le niveau du bruit, de pollution, etc., etc. Alors, la deuxième partie, c'est donc l'autre partie de la dynamique. Est-ce que plus de croissance entraîne plus d'équité? Et là, on s'est beaucoup appuyé sur les travaux de Philippe Aghion, qui nous a fait l'honneur de postfacer le livre d'ailleurs. Travaux de Philippe Aghion sur l'innovation, et qui montrent comment, certes, l'innovation va créer des gagnants par définition, hein, et donc en ce sens, ça peut renforcer le poids du 1%, mais deux bonnes nouvelles. Un, elle ne change pas la structure des inégalités dans la population restante, hein, première bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, elle génère plus de mobilité. Hein. Or, on sait que la mobilité est un vrai problème en France. Je vous rappelle qu'on a besoin de 6 générations pour arriver au salaire médian quand on part du bas de l'échelle. Hein. C'est seulement 2 générations au Danemark, ça fait quand même une différence. Et donc, tout ça, c'est des aspects très positifs. Donc, comme dirait Aghion, je prends. Hein, c'est bon à prendre. Maintenant, il ne faut pas être complètement naïf. Il y a le problème des institutions. Hein, et cette croissance vertueuse par l'innovation, elle n'est pas toujours compatible avec le pouvoir de marché excessif, hein, que s'arrogent certaines grandes entreprises qui profitent d'un cadre concurrentiel qui n'est plus adapté. Hein, alors, quelques éléments très rapides. Des chiffres que vous connaissez sans doute, mais il faut les rappeler. Le top 10% des entreprises a aujourd'hui un taux de rendement du capital 5 fois plus élevé que le taux médian, hein, parmi toutes les entreprises. Ce ratio était seulement de 2 il y a 25 ans. Hein, donc, ça montre une forte concentration des revenus des entreprises. Autre exemple, le top 1% des exportateurs représente 67% des exportations. 1%, 67%. Pour les brevets, c'est encore plus flagrant. 1% des firmes brevetées contrôlent 91% des brevets et même 98% des brevets utiles, c'est-à-dire brevets qui sont cités dans les papiers de recherche qui vont créer de la valeur, etc., etc. Donc, vous voyez, on est en phase d'une concentration de plus en plus extrême qui doit pousser les pouvoirs publics à revoir la politique de concurrence et à renforcer le pouvoir des institutions de régulation. Malheureusement, sur ces questions, même s'il y a beaucoup de bruit et beaucoup d'hostilité vis-à-vis des GAFAM, les solutions sont encore loin d'être claires. On pourra peut-être en parler si vous voulez. Alors, je terminerai sur la question de la réforme éventuelle de la fiscalité, et parce que vous allez me dire, bon, tout ça, c'est peut-être un beau programme, mais à quelle sauce on va être mangé en tant que contribuable? Et la question qui revient toujours sur le tapis, faut-il taxer davantage les plus riches? Bon. Et cette question devient d'ailleurs de plus en plus un marqueur du débat sur les inégalités. Hein, il y a ceux qui disent, bon, il y a de plus en plus de richesses, donc il faut la taxer. Hein, et ceux qui considèrent à l'inverse, comme Thomas Paine au XVIIIe siècle, je me fiche de savoir si certains sont devenus très riches du moment que personne n'est devenu pauvre en conséquence. Du moment que personne n'est devenu pauvre en conséquence. Hein, et donc, ça devient vraiment une espèce d'opposition idéologique qu'il faut savoir dépasser. Et en particulier, la question qu'on peut poser, faut-il davantage taxer les riches? C'est une question ambiguë, parce que c'est une double question en réalité. Hein, on mélange la question du niveau de l'imposition et celle de la structure de l'imposition. Hein. Pour nous, on change les impôts à la hausse ou à la baisse pour satisfaire des objectifs de politique publique, point final. Pas pour punir, pas non plus pour maintenir les patrimoines sous des limites subjectives et arbitraires. Et j'introduis tout de suite un bémol. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas casser le pouvoir de l'argent quand il s'attaque directement au bon fonctionnement de la démocratie et des marchés, ce qui est de plus en plus le cas, ce qui est flagrant aux États-Unis où je vis. Hein. Donc ça, il faut absolument être impitoyable sur cet aspect-là, mais on ne taxe pas pour taxer, enfin au moins de notre point de vue. Par contre, la structure de l'imposition et de son symétrique, c'est-à-dire l'aide sociale, là, il y a beaucoup à dire. Et si on revient à la prévalence actuelle des crises,
les crises qui obligent souvent les gouvernements à agir dans l'urgence, hein, comme on l'a vu durant la pandémie de Covid. On a recouru à un arsenal d'aides qui ont bien sûr atténué l'impact de la crise, mais qui ont montré aussi un manque de ciblage suffisamment précis, et ça a pu créer de nouvelles situations injustes ou renforcer d'anciennes inégalités, et par-dessus le marché, alourdir les déficits publics, évidemment. Autre exemple, hein, les aides d'urgence de l'État et des régions aujourd'hui pour compenser les hausses du prix de l'essence soulagent certes le porte-monnaie, mais elles peuvent aussi fausser l'impact des politiques environnementales. C'est suffisamment, c'est dit très souvent. Pour nous, ces risques-là seraient considérablement amoindris si on disposait d'une meilleure approche ex ante plutôt qu'ex post. Hein. Si on disposait de filets de sécurité, d'une garantie raisonnable de ne pas être laissé sur le carreau. Et pour nous, c'est le revenu universel qui peut jouer ce rôle important d'amortisseur, avec l'avantage non négligeable de changer la psychologie des gens. Pensez à la formule qui est devenue assez fameuse de Christian Gaulier, hein, la fin du mois contre la fin du monde. Et bien justement, avec moins de peur du lendemain, on peut davantage prendre de risques personnels qui contribuent à la prospérité du pays. Donc ça, c'est le volet économique. Mais ensuite, du point de vue du citoyen, on peut mieux accepter des choix politiques de long terme. Et donc, d'une certaine manière, on résout le problème de la fin du monde. Hein, je crois que ça, c'est un point absolument fondamental. Alors, je vous rassure tout de suite, le revenu universel, c'est vu comme une espèce de dépense farfelue. Non, ce ne serait pas forcément une charge budgétaire supplémentaire. Elle pourrait se substituer, enfin, il pourrait, le revenu universel, se substituer en grande partie aux aides sociales existantes. Hein. Et de toute façon, l'architecture de la protection sociale telle qu'elle existe aujourd'hui doit être profondément modifiée car elle est trop complexe, elle n'est pas très efficace, c'est-à-dire qu'elle ne donne pas de bonnes incitations. Elle est injuste quand elle laisse perdurer des avantages pour des catégories sociales qui soit n'ont pas besoin de ces avantages ou n'en ont plus besoin. Et elle peut être stigmatisante. La presse a rappelé ces dernières semaines qu'un tiers des ayants droit au RSA n'en font pas la demande. C'est quand même problématique. Donc pour nous, la meilleure solution, c'est de rénover l'ensemble du système socio-fiscal. Ce n'est pas de supprimer l'ISF un jour pour se faire taxer le président des riches et ensuite de passer à une autre réforme sans grande visibilité. Il vaut mieux une approche Big Bang qui est de rénover l'ensemble du système socio-fiscal, donc à la fois la protection sociale et toute la fiscalité. Et ce que nous montrons dans le livre de manière très concrète avec des simulations qui ont été faites en collaboration avec l'Institut des politiques publiques, hein, qui fait partie de Paris School of Economics. Ce qu'on a montré, c'est qu'un système qui allie le revenu universel et l'impôt négatif peut se révéler plus incitatif, justement par l'impôt négatif. Plus vous travaillez, plus l'État vous aide en supplément du revenu universel. Ce système sera aussi plus équitable parce qu'on prend soin de supprimer les nombreuses niches fiscales hypocrites qui ne profitent qu'aux plus riches. Et c'est pas, on dit souvent qu'il y a des chiens méchants dans les niches. Ce n'est pas les plus riches qui vont aller faire des manifestations. Donc, on peut cibler des niches fiscales spécifiques qui ne profitent qu'à eux, hein, pas celles, bien sûr, qui vont s'en prendre aux retraités à petits revenus, etc. Hein. Le système peut être aussi plus adapté à la perspective de carrières professionnelles de plus en plus hachées, et pas les carrières que certains d'entre nous ont connues où on passe 30 ans, 40 ans dans la même boîte. Ça, c'est fini et la fiscalité doit s'adapter à ça. De la même manière, les retraites, d'ailleurs, doivent s'adapter à ces situations nouvelles. Je ne peux pas en parler aujourd'hui, mais c'est évidemment un point important du livre. Et au bout du compte, ce système peut aussi être plus progressif et dans nos simulations, à zéro coût pour l'État. Hein, donc, c'est-à-dire que la ponction fiscale est la même, on restructure simplement l'impôt et l'aide sociale. Dans nos simulations, on voit une amélioration du pouvoir d'achat pour les 6 ou 7 premiers déciles des revenus,
hein, qui entre parenthèses inclut les gilets jaunes. Hein. Les gilets jaunes, on dit qu'en gros, c'est les troisième décile à 5, 6 premiers déciles. Hein. Donc, ça couvrirait les plus mécontents historiquement ces 5 dernières années. Et on pourrait espérer éviter un 3e, 4e ou 5e tour social. Voilà ce que je voulais dire. Et maintenant, je vous laisse la parole, poser les questions. Merci, cher Yann. Alors, si nous étions tous les deux, j'aurais déjà des tas de questions à te poser. Je voudrais simplement, je ne vais pas le faire, je vais donner la parole à tout le monde, je voudrais simplement tout de même dire à tout le monde que tu as, à juste titre, je crois, voulu rentrer tout de suite, et tu l'as dit toi-même, dans la partie la plus pragmatique, la plus analytique, la plus prescriptive du livre, du point de vue des mécanismes de réduction des inégalités. Mais le livre est très, très riche de citations très nombreuses qui touchent à un domaine très vaste. Il y a un très long passage sur Simone Veil avec un W, la philosophe. Il y a évidemment de nombreuses allusions à Tocqueville, etc. Enfin, ce n'est pas un livre aride, même s'il y a quelques équations, elles sont à peu près accessibles. Et pour l'essentiel, c'est un livre assez français, malgré tout. Je crois qu'il n'y a qu'une seule équation, Philippe. À peu près tu vois, je suis tombé dessus, mais même moi, je l'ai comprise. Donc, voilà, c'est ça. Je voulais insister là-dessus, sur le fait que le livre est vraiment un livre qui passe en revue tout de même une grande partie de la littérature, pas seulement économique, mais également un peu philosophique, philosophie politique, etc. J'ai vu déjà 2 mains se lever, donc je vais tout de suite donner la parole à Redouane, qui je crois a levé la main le premier. Redouane, je t'en prie. Non, tu étais le deuxième, non, tu veux dire? J'étais le deuxième. Oui, j'étais le deuxième. Ah bah écoute, puisque tu as la parole, voilà, merci. Merci. Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup, cher Yann. Merci Philippe et merci Aspen pour ce sujet magnifique qui me tient vraiment, vraiment à cœur. Et j'ai une question et une remarque. D'abord, j'ai trouvé formidable votre introduction. Et j'ai déjà commandé le bouquin là, à l'instant. Donc, comment ça, tu ne l'avais pas acheté avant? Ça non, va je pas ne du l'ai pas tout, acheté ça. avant, je ne pouvais pas. Et donc là, maintenant, je voulais d'abord voir Yann de près. Donc maintenant, je vois, c'est bon. Donc, non, c'est. Alors, la remarque est la suivante. Vous avez esquissé un peu un certain nombre de voies de solutions. Et moi, une des voies qui m'est très, très chère, c'est l'éducation. Et en fait, je vois que l'éducation, on se trompe souvent de public ciblé. Je me rappelle toujours de Coluche qui disait « Je ne peux pas dormir tranquillement si un habitant en France dort sans dîner. » Et je trouve ça magnifique. En fait, cette notion de solidarité, cette peur de s'engager dans la solidarité, c'est pas dans le don, c'est pas forcément dans donner, se priver, c'est d'avoir cet esprit dans un niveau d'une nation ou d'un continent, de cette solidarité. Et moi, je trouve ça aussi, ça viendra par l'éducation, comme le prosélytisme religieux ou d'autres peuvent se régler vraiment par l'éducation. Donc, éduquer les pauvres et les riches, éduquer les instruits et les analphabètes. Tout le monde a besoin d'éducation et ça, j'en suis certain, parce qu'effectivement, ça pourra régler énormément de choses avec le temps, bien entendu. Ma question, elle est un peu triviale, mais c'est très intéressant de revenir, parce que c'est dans le titre, le capitalisme. L'axiome du capitalisme, c'est que laissez le marché faire, il sait se réguler tout seul. N'est-ce pas? Et donc, oui, c'est l'axiome qu'on nous a appris très tôt, dès qu'on commence les cours d'économie. Et donc pas d'intervention de pouvoir public, rien du tout. Nous, le marché, c'est tout seul. Sauf que, comme vous l'évoquiez à l'instant, à la moindre crise, au moindre problème, appel à papa, à maman, l'État, au secours. Et donc effectivement, j'ai vu le dossier de presse, effectivement, on ne va pas rappeler voilà, tout l'argent qui a été effectivement mis sur le marché, etc., etc. Pourquoi, à ce moment-là, ce phénomène-là de revendication d'indépendance et de revendication d'intervention immédiate en cas de besoin? Et merci beaucoup. Oui, merci Yann, je te laisse répondre. Oui, pour moi, le capitalisme, c'est autre chose. Vous savez,
on fait dater d'à peu près au Moyen Âge l'invention du capitalisme moderne, au sens finalement de quoi? D'initiative privée, avec une mutualisation du financement par différents partenaires. Vous savez, des choses triviales comme le financement d'un bateau, ça ne pouvait pas se faire par un individu parce qu'il y avait des risques énormes. Hein. C'est aussi risqué que peut-être un Broadway show à New York, hein, qui est considéré comme au top du risque. Et donc, il fallait mutualiser le risque. Il fallait aussi faire en sorte que les marchandises puissent passer le plus librement possible d'une zone à une autre. Et donc, voilà, et qu'il y ait un échange aussi des monnaies. C'est ça les bases du capitalisme. Ça ne veut pas dire qu'on doit s'abstraire de toute régulation. Et au contraire, ce qu'on dit dans le livre, c'est que l'État a un très grand rôle à jouer dans la régulation. Hein. On le voit d'ailleurs aujourd'hui, qui peut régler les problèmes de concurrence des GAFAM notamment, c'est pas des instances privées qui vont s'en charger. Hein. C'est, j'espère, l'Europe, mais en collaboration étroite avec les États-Unis et certains pays asiatiques. Merci. Alors, j'ai frustré Rémi Ruberot, je crois, de son droit de première question. Je vois qu'il n'est plus visible. Peut-être a-t-il été interrompu. Monsieur le député, pardon d'avoir coupé la chic à Augusto Dunhomme, j'en suis tout honteux. Allez-y. Et alors, full disclosure, Rémi est un ami de plus de 30 ans. C'est rare en politique. Mais voilà, pour nous, c'est vrai. Ça ne porte pas toujours bonheur. Depuis le lycée d'Autun. Voilà. C'est-à-dire que Yann, avant d'écrire ce livre majeur, il en a d'abord écrit d'autres, mais il a écrit dans les Marouchots, qui était quand même le journal du collège de l'époque. C'est pour vous dire le niveau atteint par les collèges au-dessus. Il a commencé très fort. Il a commencé très fort. Je voudrais bien sûr le saluer, lui dire que je me précipite évidemment sur le livre. La question qu'il soulève du revenu universel, elle nous interroge, nous députés, puisqu'elle est souvent dans le débat. Bon. En se disant, effectivement, je pense, et je vais me précipiter vraiment sur cette partie-là de son ouvrage, en disant, mais au fond, pourquoi ne pas oser, d'une certaine manière, c'est-à-dire d'aller plus loin que ce qui existe aujourd'hui en France. Et Dieu sait que nous ne sommes pas dans le pays le plus inégalitaire de ce point de vue-là. C'est plutôt un pays où on essaye de corriger un certain nombre d'inégalités. Mais que pour autant, il a raison, le FN ou le RN est aux portes du pouvoir potentiellement aujourd'hui. Je voudrais qu'il revienne un peu là-dessus, parce que moi, ce qui me frappe dans l'électorat RN que je rencontre, c'est au contraire de dire on en a marre de gens qui perçoivent du revenu sans travailler. Je résume. Y compris d'ailleurs, c'est assez amusant, hein, c'est des fois le voisin qui, lui-même vivant avec un certain nombre de minima sociaux ou un certain nombre d'allocations sociales et familiales, qui critique le voisin parce que lui est quand même obligé de faire un certain nombre d'efforts alors que le voisin, lui, gagnerait beaucoup en ne faisant rien. Bon. Donc, comment on passe d'une société qui quand même met d'une certaine manière le travail comme l'élément clé de la source des revenus à une société où on dit, bon, vous avez des revenus, vous êtes évidemment encouragé à travailler, mais il faut accepter l'idée que même si on ne contribue pas à la richesse, à la création des revenus, on percevra pour autant du revenu ou un certain nombre de revenus sans que ça ne crée ce sentiment-là. Parce que ça, c'est tout à fait effarant. Alors, je ne dis pas que c'est tout le vote du Rassemblement national. Il y a aussi les effets entre territoires périphériques et grandes métropoles, que l'on retrouve d'ailleurs aux États-Unis ou dans d'autres endroits. Mais enfin, il y a quand même ce lien qu'un certain nombre trouve aujourd'hui brisé, c'est très difficile, entre le travail, la participation à la richesse, hein, à la création de la richesse et le revenu. Donc, comment il voit les choses, Yann, par rapport à ça? Merci, Yann. Bon, écoute, je vais commencer. Pardon, Philippe, tu voulais… Je te donnais la parole, je t'en prie. D'accord. Je vais m'en tirer par une pirouette d'abord, et puis je vais élaborer un petit peu plus. La pirouette, c'est de dire
que le jour où Bernard Arnault touchera, comme tout le monde, le revenu universel et donc l'aide sociale, on en parlera moins. Hein. Bon, pour approfondir un petit peu plus, je dirais que les stigmas dont je parlais tout à l'heure, hein, le fait que le RSA n'est pas touché parce que les gens ne le savent pas, ne connaissent pas finalement leurs droits dans un système extrêmement complexe, extrêmement opaque tel qu'on l'a aujourd'hui, d'une part, et puis d'autre part, peuvent effectivement en avoir honte et ne pas le réclamer en pensant je vais retrouver bientôt un emploi, puis l'emploi ne vient pas. Et comme vous savez, il y a un décalage entre la demande de l'aide sociale et le moment où on en a besoin. Hein. Et donc, uniformiser, si vous voulez, l'aide sociale et l'imposition, ça fait que tout tombe en même temps, surtout avec le prélèvement à la source, on pourra avoir des aides. C'est d'ailleurs un des objectifs du gouvernement actuellement, hein, c'est déjà l'étude. Mais là, il s'agirait vraiment de généraliser. Et je crois, donc, Rami, pour répondre à ta question, que pour mieux faire accepter les gens, il faut vraiment une réforme d'ensemble. Et tu as vu, j'ai fait allusion tout à l'heure, la façon dont Macron a été traité de président des riches dès le début de son quinquennat parce qu'il a voulu prendre une mesure un peu symbolique, hein, parce que 5 milliards d'euros, c'est symbolique. Il a voulu prendre une mesure symbolique face non seulement au patronat français, mais face aux investisseurs étrangers. Et de ce point de vue-là, il a bien réussi. Sauf que, évidemment, beaucoup de gens n'ont pas suivi. Alors que il y a une grande hypocrisie sur les grandes fortunes en France. Hein. 5 milliards de suppression de l'ISF, oui, mais il y a les niches fiscales dont je parlais tout à l'heure, c'est à peu près 40 milliards d'euros. C'est considérable. Et donc, il y a vraiment une très grande hypocrisie de se plaindre de 5 milliards quand on bénéficie d'autant par ailleurs. Il faudrait supprimer ces niches qui ne servent à rien ou qui ne bénéficient pas aux bonnes personnes et les remplacer par peut-être des taux plus élevés pour certaines personnes. Des taux plus élevés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur le patrimoine? En fait, on supprime les deux. On supprime l'impôt sur la CSG, l'impôt sur le patrimoine. D'ailleurs, à titre personnel, hein, mais c'est le cas de beaucoup d'économistes, je préfère qu'on taxe un stock plutôt qu'un flux. Donc, je préférais qu'on taxe le patrimoine, mais seulement le patrimoine et pas les revenus. Imaginez un jeune couple qui commence dans la vie avec 2, 3 enfants, etc. On ne les emmerde pas hein, avant qu'ils aient atteint un certain niveau de patrimoine. Ce serait formidable. On n'est pas prêt à ça. Ça demanderait une convergence plus grande entre les pays, d'abord à l'intérieur de l'Europe. Mais il y a des études qui vont être faites de plus en plus et on pourra alors avoir une vraie discussion démocratique. Voilà, donc Rémi, il n'y a pas de solution miracle, mais encore une fois, si on arrive à simuler, et tu verras précisément dans le livre de quoi je parle, et à montrer de façon assez précise les gagnants et les perdants. Si ensuite on a un langage constructif et ciblé sur ces populations-là pour leur dire, bon voilà, vous perdez. D'ailleurs, ce n'est pas une mauvaise idée quand on fait une réforme de cette ampleur, de trouver des petits outils tactiques du genre on baisse le niveau général de l'imposition, parce que comme ça, on fait moins de mécontents. Éventuellement, on le relève quelques années plus tard, mais il y a un art de faire passer les réformes, je crois, et qui passe par l'explication et oui, des choses plus tactiques. Mais encore une fois, nous, on l'a simulé de façon neutre pour le budget. Et l'impôt négatif, ça résout bien le problème que tu indiques. On ne paye pas les gens à rien faire. On les paye au contraire à travailler davantage. C'est un peu la philosophie du travailler plus pour gagner plus de Sarkozy. Hein. C'est un moyen d'obtenir ce résultat. Merci. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question de Jean-Claude Gruffat. Jean-Claude, si ça ne t'ennuie pas, je vais te mettre en attente une seconde. D'abord, parce que je voudrais exercer mon droit de suite sur ce qui vient d'être abordé par notre ami député, mais aussi parce qu'il y a une question de Catherine Audard que je voudrais combiner à mon droit de suite. Donc, je vais donner la parole tout de suite à Catherine Audard. Yann, moi, il y a quelque chose que ça me passionne, l'impôt négatif. J'ai écrit il y a 30 ans un livre qui combinait ça avec la flat tax. Donc, tu vois que je ne suis pas suspect. Simplement, en France, je pense que c'est en théorie très désirable et charmant, mais en pratique inapplicable parce que jamais on ne supprimera
les allocations auxquelles il devrait, en bonne logique, comme tu le disais tout à l'heure, se substituer. Donc, si c'est pour avoir l'impôt négatif plus les 852 allocations qu'on a aujourd'hui, je ne suis pas très sûr que ça marche. Et avant que tu me répondes, je donne la parole à Catherine Audard qui voulait poser une question qui n'est pas très, très loin de la mienne. Enfin, si, qui est sur un sujet connexe, en tout cas. Oui, tout à Bonjour, fait. Catherine. Oui, bien sûr. Bonjour, oui. Ravie de vous rencontrer. Oui, oui. On a échangé, puisque je travaille depuis un certain temps sur la question de la dotation initiale de ce qu'on appelle Property Owning Democracy. Et donc, la question que je me pose, c'est comment justifier tout cela pour le public, hein. Comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, quelqu'un l'a indiqué, le rapport au travail est passionnel. Enfin, la question du mérite et de la rétribution, la récompense du travail, etc., c'est quelque chose de central. Et la proposition de la dotation initiale, qui est présentée par Thomas Piketty dans son dernier chapitre de son livre, c'est quand même donner à chaque jeune, autour de 25 ans, quelque chose comme ça, une somme considérable, un vrai capital pour démarrer dans la vie, hein, qui serait peut-être alors complété ou pas par un revenu universel. Et dès qu'on présente ce genre de projet, les réactions, c'est de la politique fiction. C'est comme me disait mon éditrice chez Gallimard, les jeunes vont immédiatement investir tout ça en cryptocurrencies. Enfin bon, voyez, alors comment est-ce qu'on peut faire pour convaincre les gens qui n'ont pas forcément réfléchi à la question comme nous du bien fondé d'une dotation initiale ex post, d'une redistribution ex post, ex ante, pardon, excusez-moi. Yann, tu ne proposes pas, toi, de distribution de ce type, mais peut-être alors pour répondre sur la compatibilité. On en parle dans le livre. On en parle oui, dans le livre. Mais ça n'est pas ta suggestion. Non, mais on peut en discuter, hein. Et en fait, Catherine, c'est marrant parce que quand vous dites que c'est pas réaliste, ça a été essayé Oui. en Angleterre, comme vous savez, hein, Oui. mais de façon partielle, de façon limitée dans la durée, et comme toutes ces petites expérimentations, ça ne va pas très loin. Moi, je suis un peu dubitatif parce qu'évidemment, c'est un peu Perrette et le pot au lait, quoi. Enfin, vous avez votre capital et vous pouvez tout perdre d'un coup, et c'est très risqué. Moi, je préfère l'idée d'un revenu régulier parce qu'encore une fois, ça change la psychologie des gens, hein. Vous avez un filet de sécurité. Si vous avez une grosse marge d'argent tout de suite, vous allez faire un investissement plutôt que de penser en termes de protection, hein. Je crois que c'est une psychologie différente. Oui, c'est ça. C'est ça qui m'intéresse, c'est la psychologie qui est derrière, parce que oui, je trouve que le revenu universel maintient la dépendance, alors que la dotation initiale peut développer le sens des responsabilités, la projection dans l'avenir, avoir moins peur des risques, comme vous l'indiquez. Et le problème de la dotation initiale, c'est qu'elle doit être encadrée, qu'elle doit être structurée. Il doit y avoir toute une structure pour aider les jeunes à investir et les soutenir, bien entendu. Ça ne peut pas se faire dans le vide comme ça, ça serait absolument irresponsable. Alors, juste pour rebondir rapidement sur ce qu'a dit Philippe, en fait, quand on parle de substitution, il ne s'agit pas d'une substitution à 100%. Prenons le cas de l'handicap. Le handicap ne rentre pas dans des données financières quelconques et donc doit être traité à part, hein. Il y a des situations comme ça. Et en fait, on va même plus loin. On parle des théories behavioristes des économistes modernes. J'en parlais par exemple avec Xavier Gabex, qui est un spécialiste de Harvard sur ces questions la semaine dernière. En fait, ironiquement, on revient au marxisme d'une certaine manière. Je m'explique, parce que vous allez sauter sur vos chaises. Je m'explique. Marx disait l'égalité, ça ne consiste pas à donner la même chose à des personnes différentes. En gros, il ne l'a pas formulé exactement comme ça. Mais c'est ce qu'on est en train de redécouvrir. C'est ce que faisait déjà finalement la vieille protection sociale, si on veut, devenait de plus en plus compliquée, opaque, etc.
Et on veut l'exclure, mais elle revient par la fenêtre d'une certaine manière, parce que ce que disent les économistes, c'est quand vous devez mener à la fois la carotte et le bâton sur les sujets d'environnement, sur des tas de sujets. D'abord, il faut les deux, il faut la carotte et le bâton. Et les incitations n'ont pas le même impact sur des personnes différentes. Et ça aussi, il faut en tenir compte. Et finalement, on en arrive à une fiscalité qui est personnalisée, ce qui est horrible. Hein. On aurait envie de dire une voix, un vote, une voix, le même impôt, etc. Mais conceptuellement, enfin, théoriquement, je devrais dire, certains reviennent à cette conclusion-là. Bon, on parle de ces travaux, je crois que c'est très, très préliminaire. Il faudra des décennies pour arriver à des choses concrètes, mais c'est un travail intéressant. Merci. Alors, Jean-Claude, au début, on voyait ton ventilateur. Maintenant, c'est beaucoup mieux. On voit quelque chose qui est entre Soulages et Rothko. Derrière toi, c'est admirable. Est-ce que tu veux intervenir maintenant? Oui, bien sûr. Merci, Philippe. Tu m'entends? Tout à fait. T'entends bien. Voilà. Donc, moi, je suis heureux d'être avec vous ce soir. Heureux de voir Jean-Luc Alavena, que j'ai connu par la French American Foundation. Philippe, que je connais depuis très longtemps, bien qu'on ne se soit pas vu récemment. Et Yann, je dois le déclarer, Yann, parce que Yann et moi, nous avons fréquenté la même entreprise pendant un certain nombre d'années. Et je dois dire qu'au-delà de relations professionnelles, je pense que nous sommes devenus amis également. Donc, nous ne sommes pas toujours d'accord sur tout, mais moi, j'ai toujours énormément de respect pour ce que fait Yann, parce que je crois qu'il le fait avec sérieux, avec engagement et avec beaucoup de conviction. Alors, moi, simplement, je voudrais le faire réagir sur un ou deux points. Très brièvement. Le premier, c'est qu'il y a un nom qui a... Alors, je n'ai pas lu le livre encore. Yann, j'étais en France, tu le sais, j'ai voyagé. Bon, mais je lirai ton livre sans problème. Mais cela dit, j'ai déjà lu un certain nombre de critiques du livre et puis on a échangé par email. Il y a un aspect, c'est la réalité, j'allais dire, des inégalités. Il y a un nom qui n'a pas été mentionné ce soir encore, semble-t-il, c'est Thomas Piketty. Je pense que tout ce thème de l'inégalité... Il vient de l'être. OK. D'accord. Mais je veux dire, tout ce thème de l'inégalité repose en partie sur un certain nombre d'études qu'il a fait, qui ont été analysées, qui ont été contestées à certains égards. Une remarque simplement, je voudrais qu'Yann réagisse là-dessus. Une des critiques, moi je suis loin d'être un expert de ces questions, mais une des critiques que j'ai retenues, qui a été formulée à l'encontre des thèses de Piketty, c'est de dire, ça a été de dire que bon nombre de séries statistiques qu'il a présenté ne tenait pas compte des transferts sociaux. Cela dit, c'était avant les transferts sociaux, et comme chacun sait, et notamment dans le cas de pays comme la France, les pays européens peut-être moins, aux États-Unis, les transferts sociaux changent complètement la dynamique des inégalités. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je voudrais t'entendre. Et c'est vrai, d'ailleurs, je l'explique en 10 secondes. Hein, je n'ai pas lu ton bouquin encore, Yann. Non, mais c'est tout à fait vrai. Et en fait, il y a des études conjointes de la Fed et du Trésor américain qui montrent qu'aux États-Unis, contrairement à ce qu'on a pu dire, les revenus, finalement, les inégalités sur les revenus n'ont pas vraiment changé en 40 ans. Pas autant que Piketty l'a cru au départ. Les patrimoines, oui, mais pas les revenus. Mais bon, après redistribution, Yann. C'est ça? Après redistribution, oui. Après transferts sociaux. Mais ça, c'était le point. Donc, je vois qu'on est d'accord là-dessus. Enfin, c'est ce que j'en ai compris, moi. L'autre aspect, c'est la philanthropie. Yann et moi, on a une caractéristique, c'est qu'on est des deux côtés. On connaît la France, on adore la France, on adore les États-Unis, on est binationaux, etc. Donc, on a, j'allais dire, un peu les mêmes expériences. Je pense que c'est pour nous une force de connaître aussi bien, mais un certain nombre d'entre vous connaissent très bien les États-Unis également, bien que vous soyez en France. Et il y a une chose qui me frappe, et il y a une dimension dans cette réduction des inégalités qu'il ne faut pas perdre de vue, et où les États-Unis, je pense, font beaucoup mieux que l'Europe pour toute une série de raisons, c'est la philanthropie. Aux États-Unis, moi, à titre personnel, Yann le sait, un certain nombre d'entre vous le savent également, moi je suis sur le board de l'hôpital américain à Paris, je suis sur le board d'un opéra, donc j'allais dire une expérience de la philanthropie, à la fois dans le domaine de la santé avec l'hôpital américain à Paris, avec le domaine culturel, mais également avec le domaine des think tanks à Washington. Je suis sur 2 think tanks free market qui sont le Competitive Enterprise Institute et Atlas Network.
Or, ce que je vois aux États-Unis, c'est que les gens, pour faire simple, cherchent à limiter leur contribution fiscale, mais ensuite donnent très généreusement. Alors évidemment, ils ont un avantage fiscal qui est beaucoup plus important que celui que vous avez en Europe. Moi, j'ai vécu en Europe. À l'époque où j'étais en Europe, je ne pouvais pas donner plus de 50 000 euros par an. Tout ce que je donnais au-delà de 50 000 euros par an n'avait aucun avantage fiscal. Maintenant, je suis français de l'étranger, j'ai zéro avantage fiscal en France. Et ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que la philanthropie n'est quand même pas d'une certaine mesure une dimension qui doit être prise en compte? Et quand on voit les résultats de la philanthropie en Europe, et notamment en France, et les résultats de la philanthropie aux États-Unis, et l'avantage de la philanthropie, j'allais dire pour un libéral dans le sens français du terme comme moi, c'est que vous choisissez, vous contribuez, mais vous choisissez vos contributions. Et vous ne laissez pas le gouvernement décider à votre part. Philippe a été libéral à une époque, je ne sais pas ce qu'il en pense aussi, mais enfin, je le suis resté, je te rassure. Yann, en commentaire de ce que disait Jean-Claude. Oui, je suis beaucoup plus sévère que toi. Je crois qu'en fait, cette générosité américaine, qui est d'ailleurs, qui remonte à très longtemps, et reflète aussi beaucoup le gâchis des finances publiques aux États-Unis et leur manque d'efficacité. Ce que je veux dire par là, et en fait, ce que tu dis impliquerait qu'on paye moins d'impôts aux États-Unis qu'en France. Ben, figure-toi que c'est vrai seulement pour les plus riches. Et pour un couple, encore une fois, hein, deux jeunes trentenaires, les gens qui ont 40 ans avec deux enfants, hein, donc la famille un peu modèle, pour qu'un couple paye plus d'impôts en France qu'aux États-Unis, il faut déjà gagner à peu près plus d'un demi-million de dollars ou d'euros. Hein. Donc, c'est pas grand monde. Et ça vient, ça, de l'ajustement du financement des retraites et de l'aide médicale. Et je ne parle même pas des disparités sur l'éducation, où en gros c'est gratuit en France et payant aux États-Unis. Tout ça irait encore Donc on paye en général plus d'impôts aux États-Unis qu'en France. Et donc il y a une espèce de gâchis des finances publiques, de mauvaise efficacité des politiques publiques. Et moi, l'idée que, et comme toi, je contribue beaucoup à titre personnel, je passe mon temps à lever les fonds pour des chaires, pour des projets académiques, etc., des projets éducatifs, mais ces activités un peu disparates n'ont pas toujours l'efficacité d'une action coordonnée plus gouvernementale. Si on prend l'exemple de la fondation Gates, elle est beaucoup décriée finalement aux États-Unis, comme dans le reste du monde, pour l'influence qu'elle peut avoir sur certaines priorités de pays. Voilà. Donc, je ne suis pas un grand fan de la philanthropie, même si j'en suis une victime d'une certaine manière. Merci Yann. On arrive pas loin de la fin de nos échanges. Est-ce que quelqu'un veut encore poser une question, intervenir? Je vois que ça n'est pas le cas. Moi, j'ai quand même envie de te demander de revenir sur la question que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire comment tu intègres ce projet. Enfin, d'abord, peut-être une remarque, c'est que la question des inégalités, tu l'as dit à plusieurs reprises, ne se pose pas du tout dans les mêmes termes en France et aux États-Unis. Vraiment, enfin, tu as d'ailleurs des courbes dans le livre qui le montrent, enfin, on le sait, on est revenu dans les pays anglo-saxons, en gros, à un niveau d'inégalité digne des années 20 ou 30. Ça n'est pas du tout le cas en France et évidemment, a fortiori, après redistribution. Et cela dit, le cas français nous intéresse quand même principalement, nous qui sommes aujourd'hui réunis. Je continue à peiner à comprendre comment tu intègres ton dispositif d'allocation universelle, encore une fois, à quoi que je sois favorable, dans le dispositif très complexe. Ta réponse est celle que tu nous faisais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut une tabula rasa, c'est-à-dire qu'il faudrait quelqu'un qui dise voilà ce que je vais faire, je supprime, mettons, l'impôt sur le revenu, je fais ou un impôt, une flat tax au premier euro, ou que sais-je, quelque chose de beaucoup plus simple, voire pas d'impôt, suggérais-tu, et puis je remplace toutes les allocations sociales qui sont attachées à une situation personnelle, quoi. L'allocation adulte handicapé, par ça, c'est vraiment ce type de révolution que tu appelles de tes voeux, Yann? Oui, et je vais te répondre en deux points. Le premier point, c'est qu'en fait,
les égalités de patrimoine, même en Europe, même en France, vont finalement revenir. Si on ne fait rien aujourd'hui et que les différentes catégories sociales continuent à investir, les plus riches dans des investissements à très haut rendement, les moins riches dans des choses moins profitables, on va revenir mécaniquement, et ça c'est l'INSEE qui le dit, c'est pas moi, on va revenir mécaniquement à la situation de la Belle Époque ou l'après-guerre. Donc c'est pas folichon nulle part. Hein. Mais j'ai eu cette discussion avec Piketty qui n'a pas tellement aimé le livre. Parce que lui, encore une fois, il part du problème de la disparité des richesses pour dire voilà, il faut s'attaquer de front aux richesses. Pour moi, c'est dangereux. Je préfère qu'on rétablisse l'égalité des chances pour les individus, pour les entreprises, et que, bien sûr, on en tire les conclusions en termes de budget de la nation et éventuellement qu'on monte les impôts, mais on peut aussi les baisser si ça fait du sens. Voilà. Donc oui, un Big Bang, Philippe, qui d'ailleurs va aussi dans le sens d'une flat tax, parce que je l'ai dit seulement en passant tout à l'heure, quand je dis qu'il faut tenir compte des carrières hachées, ben, ça veut dire qu'en fait, un euro gagné sur 1 an ou sur 10 ans devrait être traité de la même manière. Le seul moyen d'arriver à ce résultat, c'est en gros avec une flat tax. C'est déjà fait pour certaines catégories en France. Les écrivains, des sportifs, des artistes ont un lissage de leurs revenus sur 5 ans. Hein. Mais voilà, bon, d'abord, c'est une chose d'inégalité parce que pourquoi ne pas en faire bénéficier à tout le monde, mais quand on voit le nombre de contrats de salariat avec des contrats précaires, on se dit que les carrières hachées vont être de plus en plus fréquentes et qu'il faut faire quelque chose. Mais le plus paradoxal, c'est que même avec une flat tax, et c'est la simulation qu'on a fait, dans la mesure où il y a 2 tranches d'impôts négatifs avant plus le revenu universel, ça fait quelque chose qui est plus progressif qu'aujourd'hui. Bien sûr. C'est quand même plus progressif, plus simple et moins dolosif. Oui, oui. Voilà. Et ce que je disais, ce que je dis aussi dans le livre, c'est que moins tu as de paramètres dans le système, et c'est le cas du système plus simple qu'on recherche, ben, plus il est difficile pour un gouvernement de changer les paramètres. Pourquoi ? Parce que ça fait plus de mécontents si tu en changes un seul. Tu vois ? Donc, ça demande plus de vertu fiscale. Voilà. Il est 19h, on est arrivé à la fin de nos échanges. Merci beaucoup, mon cher Yann. Le livre est vraiment passionnant. Encore une fois, il traite de la question des inégalités sous des angles innombrables, philosophie politique, histoire, technique de réduction des inégalités, fiscalité, bien sûr. Donc, je le recommande très vivement. Je rappelle le nom de ton co-auteur, quand même, il ne faut pas être injuste, Antonio De Licea. Et nous avons été très heureux d'échanger avec toi. Le livre, c'est également un hommage qui était rendu doublement et préfacé, je tiens à le dire, par François Bourguignon, qui est un grand spécialiste de ce type de questions, et postfacé par Philippe Aghion, qui est lui, et je crois que c'est peut-être le regret que j'ai ce soir, on n'a pas suffisamment parlé d'éducation. Philippe Aghion, qui est très féru, comme chacun le sait, des questions d'innovation et d'accumulation de capital connaissance, de capital culturel. Je vous remercie tous d'avoir été ce soir à cette séance Bellefeuille. La prochaine séance se tiendra le lundi 2 mai, en fin de journée, probablement en physique, comme on dit à Chino del Duca, mais nous vous le confirmerons bientôt, autour de Catherine Ney. Catherine Ney pour 2 raisons. D'abord parce que Catherine vient de publier le 2e tome de ses souvenirs et qu'ils sont au moins aussi roboratifs que le 1er tome. Et je ne sais pas si vous aviez lu le 1er, il était formidable. Donc vraiment, je crois que ce sera très agréable de l'entendre à ce titre. Mais au surplus, on sera 8 jours après l'élection d'un nouveau président de la République. Et comme vous savez, l'un de ses savoir-faire puissamment documenté est quand même le commentaire politique. Donc je crois qu'on sera tous très heureux d'avoir son commentaire au lendemain des élections. Donc voilà, stay tuned, comme on dit en français. Très bientôt, vous recevrez une invitation, mais sachez que à 18h ou à 18h30, probablement à 18h30 à Del Duca, le lundi 2 mai, nous nous retrouverons autour de Catherine Ney. Merci à tous, Philippe, bonne soirée. Vas-y Yann, je t'en prie. Dire au revoir et dire que le livre est disponible à peu près sur tous les sites, fnac.fr, amazon.fr,
Et surtout, si vous l'achetez sur un site, mettez un commentaire positif de préférence. Voilà. Tu es vraiment devenu très américain, mon cher Yann. Bravo. Merci. Bonne fin de journée à tous. Et on se retrouve donc au pire dans 15 jours dans le cadre du format Bellefeuille. Comme vous le savez, Aspen a toutes sortes d'autres activités. Donc, vous pouvez nous retrouver grâce au website qui vous donne tout ça. Bonne soirée. Merci encore, Yann. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci.